Et aujourd'hui, nous allons parler encore Bitcoin, macro et système financier. Comme vous savez que c'est ma passion. Je vous parle aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 novembre, 2 jours avant mon anniversaire, et il est actuellement 20h45 et on y va. Bitcoin vient juste de passer sous la barre des 100 000 $, donc à 98 800 $. Je ne pense pas qu'il va y rester longtemps, mais on ne sait jamais, surtout vu les dernières news. Commençons directement avec une news macro un peu brûlante qui nous vient de CZ, qui reposte donc une vidéo qui a été postée donc par The Bitcoin Historian, qui montre en fait finalement actuellement, aujourd'hui, c'est The Bitcoin Amsterdam, donc la conférence à Amsterdam qui est spécialisé sur le Bitcoin, et le ministre des Finances, Gilles Roth, ici, le ministre des Finances luxembourgeois, y est allé pour faire un speech qui concerne la news d'il y a quelques semaines, qui est en fait que le fonds souverain luxembourgeois, le FICIL, investit, ou plutôt va convertir 1% de ses avoirs en Bitcoin. C'est loin d'être anodin parce que c'est le premier État membre de l'Union européenne qui investit via son fonds souverain dans Bitcoin. Ensuite, nous avons eu, plus tard dans la journée, la République tchèque qui a annoncé que sa banque centrale allait acheter du Bitcoin. En plus de ça, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce que c'est la première fois en tout cas qu'un ministre des Finances comme ça, même si c'est d'une petite nation comme la mienne, le Luxembourg, parle en si bons termes de Bitcoin. Mis à part Donald Trump bien sûr, mais en tout cas en Europe c'est la première fois, et il a vraiment bossé le sujet parce qu'il a dit des choses comme Michael Saylor le dit, il n'y a pas de deuxième meilleure crypto-monnaie, toutes des choses comme ça. Il a fait des références en disant que le Luxembourg allait hodl all the way. Bref, c'est quelque chose vraiment de positif et on voit vraiment ce shift de dynamique de Bitcoin étant un actif un peu pour les fous du bus à quelque chose de vraiment mainstream qui est vraiment utile à des États contre la dévaluation monétaire, et finalement c'est ce que je rabâche moi depuis des années à ma famille, mes amis et à qui veut bien l'entendre, et maintenant à vous sur YouTube. Mais voilà, c'est quelque chose qui arrive en fait, les institutionnels arrivent, déjà avec Michael Saylor, on avait déjà cet afflux de capitaux monstrueux qui ont fait que Bitcoin est monté au-dessus des 100 000, mais là, quand on a des États membres, que ce soit de l'Union Européenne ou des États-nations, qui commencent à s'en mêler, ça sent très très bon. Cela dit, je vous prépare une vidéo macro pour la semaine prochaine avec un rythme de vidéo plutôt soutenu. Une vidéo par semaine, c'est pas une mince affaire, mais voilà, je m'y engage et je vais faire ça. C'est ma résolution avant la nouvelle année. Mais bref, passons donc au sujet qui nous importe aujourd'hui. J'ai nommé le système monétaire. J'ai envie donc de refaire un petit peu l'histoire de manière très brève avant de vous partager quelques graphiques comme vous savez que j'aime bien. Mais ici, nous allons parler donc de la ligne du temps monétaire, ce que j'ai nommé la ligne du temps monétaire, pour revenir finalement aux bases de notre système monétaire moderne. Tout commence en 1944. Fin de la guerre, les pays se réunissent donc à Bretton Woods, aux États-Unis, et ils décident du nouveau système monétaire mondial. Pour ce faire, au lieu que les devises soient toutes adossées à de l'or et chacun avait son taux d'intérêt entre elles, ils se sont dit, est-ce qu'on n'adosserait pas toutes les monnaies mondiales au dollar, et le dollar, lui, est ancré à l'or. Donc ça donnait forcément un pouvoir énorme aux États-Unis, qu'ils ont toujours en qualité de monnaie de réserve mondiale, mais un petit peu moins qu'avant, mais là, c'était quand même quelque chose de très intéressant. Donc les banques centrales du monde entier ont rapatrié leur or aux États-Unis, forcément, puisque leur monnaie n'avait plus besoin d'avoir des réserves d'or, ou en tout cas plus autant qu'avant, et ils se sont dit, on va tout mettre aux États-Unis, et le dollar sera ancré à l'or. C'est très important de comprendre quelque chose comme ça, parce que l'or, c'est vraiment une vraie monnaie. On avait des pièces en or à l'époque. Enfin, à l'époque, je remonte assez loin. Mais voilà, c'était une vraie monnaie, et les monnaies fiduciaires n'étaient finalement qu'un IOU sur de l'or. Donc IOU, c'est une preuve de crédit, quoi, sur la quantité d'or sous-jacente. Justement, donc, l'or
ne bougeait pas, il n'était pas volatile comme actuellement, puisque tout était adossé à l'or. Donc, eh bien, tout était relativement moins cher. Justement, le prix baissait plus on détenait nos pièces. Alors, à quoi ça ressemblait cette réunion? Eh bien, à ça. Donc, vous voyez qu'il y avait tous les pays, l'Irak, l'Inde, etc., qui étaient donc réunis pour échafauder le nouveau système monétaire. Donc, finalement, le système monétaire dans lequel on vit, n'a été échafaudé qu'en 1944, ce qui est relativement tôt dans l'histoire. Encore aujourd'hui, si vous allez visiter Bretton Woods, enfin, je ne sais pas si c'est super touristique, mais en tout cas, si vous y allez, il y a une plaque commémorative qui explique donc ce qui s'est passé ici et donc finalement les enjeux. Avançons un petit peu dans notre ligne du temps monétaire et nous arrivons à 1971. Et c'est là que je veux en venir, c'est là où il y a eu la plupart des transformations. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est ce qu'on appelle le choc Nixon, donc en référence au président Richard Nixon aux États-Unis. Et là, c'est la perte d'une monnaie saine, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où Nixon a décidé de suspendre la convertibilité du dollar en or et donc finalement de couper cet adossement à l'or du dollar. Et donc finalement, toutes les autres monnaies aussi n'ont fait que flotter sans se rattacher à une valeur réelle, ancrée dans le réel, qui est donc l'or. Comme vous le voyez, tous les journaux de l'époque titraient justement cette chose qui finalement était hyper importante dans le système monétaire, parce que ça veut dire qu'en l'espace de une trentaine d'années, 31 ans, non un peu moins puisque c'était 44, nous avons encore changé de système monétaire. C'était finalement la même chose sans cet ancrage au réel. Ensuite, nous allons donc en 74, où là nous avons plus l'ère du pétrodollar. Donc c'est là où le dollar s'est adossé au pétrole. Donc tout ce qui était pétrole était vendu en dollars, ce qui donnait une extraterritorialité énorme au dollar, avec tous les pays qui, d'un coup, en fait, ont besoin de réserves en dollars, ont une demande pour les dollars, pour justement acheter leur énergie. Qu'est-ce que ça fait à un pays quand tous les pays du monde ont besoin de votre monnaie pour échanger avec des autres pays? Ça fait que les États-Unis sont obligés d'avoir un déficit structurel pour pouvoir imprimer des dollars qui ont vertu à être exportés donc dans les autres pays. Et donc ça explique en partie pourquoi la dette des États-Unis est telle qu'elle atteint maintenant 37 000 milliards. C'est parce que structurellement, tant qu'elle est réserve mondiale, les autres pays ont besoin de ces dollars, et donc le pays est obligé de faire des déficits. Et nous voyons donc maintenant depuis quelques années une dédollarisation. Il y a plein de pays, notamment les BRICS en Asie, qui essayent donc de se détacher progressivement du dollar, et notamment de faire des échanges d'énergie, de pétrole ou de gaz, dans leur monnaie locale. Ensuite, nous avons donc cette ère à partir de 81 avec la financialisation de toute l'économie, et nous assistons à une dérégulation et forcément une expansion de la dette, puisque maintenant les pays ne sont plus adossés aux réserves d'or. Ça c'est très important, puisque quand une monnaie est adossée à de l'or, la seule manière d'étendre sa masse monétaire est d'acheter de l'or ou alors d'en miner, mais en tout cas d'avoir plus de stock pour pouvoir donc émettre plus de billets. Quand cette convertibilité est coupée, ça laisse place donc à des déficits monstrueux parce qu'on peut augmenter la dette sans plus aucune rattache au monde réel, et donc on n'a plus besoin d'augmenter ses réserves en or pour donc cette contrepartie, et on peut émettre autant de papier, de bouts de papier que l'on veut. Et c'est le drame de notre siècle, quand on voit leur graphique de l'époque, c'est quasiment à rire parce qu'ils prenaient vraiment les gens pour des cons. Note, c'est encore ce qu'ils font actuellement, mais passons. Ensuite, nous assistons donc forcément en 2008, la plupart des gens s'en rappellent, à la crise financière mondiale, donc de la dette qui finalement arrive à échéance, et la crise des subprimes.
Et à partir de là, eh bien, le système a vraiment cassé à partir de là. Et maintenant, on est vraiment sur la suite, hein. C'est-à-dire la fin de certaines banques, les dettes qui explosent finalement après ça, et cette économie cyclique sous perfusion qui n'a pas l'impression d'être productive sans la liquidité et la dette. Maintenant, nous avons le dollar des Magnificent Seven, donc les 7 plus grosses entreprises américaines, donc les GAFAM, hein, en l'occurrence, c'était leur nom avant les 7 magnifiques. C'est plus ce que j'appelle de la finance militarisée, où en fait on utilise les Mag 7 pour contraindre certains pays, comme on le voit notamment aujourd'hui. Quelles sont les conséquences en fait de ce dollar des Magnificent Seven ? Eh bien, tout simplement, il n'y en a que pour elles. Et on voit que les Magnificent Seven ont des returns, donc des retours sur investissement en bourse qui sont monstrueux. Les 493 autres entreprises du S&P 500 sont vraiment à la traîne avec un rendement qui est relativement faible de 3%, et également donc la moyenne du S&P 500. Mais on voit donc que cet indice du S&P 500 est vraiment tiré par 7 entreprises, et il n'y en a que pour elles. On peut regarder aussi à autre chose, notamment le nombre de sanctions. Il n'y a jamais eu autant de sanctions, et il n'y a jamais eu donc autant de sanctions sur des pays très spécifiques, notamment récemment la Russie, qui est un peu le bouc émissaire bien choisi de tout le monde finalement. Et c'était pareil donc pour l'Iran, pour la Colombie, à raison, je ne fais pas de politique ici, mais on voit cette militarisation de la finance maintenant. Ensuite, on peut se dire, ok, il y a peut-être quelque chose de politique derrière ce système monétaire, cette dette. Eh bien non, on voit donc en bleu quand c'est les États-Unis, quand c'est un démocrate en tant que président, et en rouge quand c'est un républicain. Et ce qu'on peut voir, c'est que la dette augmente de toute manière, que ce soit un démocrate ou un républicain, ça n'a rien à voir avec le bord politique. Quand nous regardons à la dette publique possédée donc par le public, par des gens comme vous et moi, ça explose généralement durant les guerres. Pourquoi ? Parce que l'État a besoin de financer sa guerre, et donc d'émettre des bons du trésor, finalement, des bouts de papier, qui vous promet de vous rembourser une fois l'échéance atteinte. Et on voit que ça explose durant les guerres, et on voit notamment que ça explose aussi depuis 2008, et les projections sont à la hausse. Ensuite, on peut se dire, ok, on est vraiment dans un monde très inégalitaire, et en effet. Alors pourquoi ? On le voit que depuis 1971, nous avons aussi cette décorrélation entre les riches qui deviennent plus riches, et des pauvres qui deviennent plus riches, mais moins vite. Et même certains stagnent depuis des années. Mais donc nous voyons en rouge le top 1% des gens, et nous voyons que c'est assez exceptionnel finalement le rendement qu'ont le top 1%, parce que le top 1% n'a pas majoritairement du cash en patrimoine, il a majoritairement des actifs qui sont plus rares que le billet qui est imprimé, et donc les actifs mécaniquement montent plus vite, alors que la plupart des gens, à part leur résidence principale, ils n'ont aucun actif. La plupart des gens, j'en connais énormément, ont des dizaines de milliers d'euros sur un compte à vue. Ça, c'est pas productif du tout. Pour quelle raison ? Beaucoup de gens l'oublient souvent, mais à cause de l'inflation. Enfin, surtout, plutôt, de la dévaluation de votre billet. 1 euro a perdu plus de 60% de sa valeur depuis sa création. Et sa création ne remonte qu'à il y a 25 ans. C'est monstrueux. Votre billet en l'an 2000 vaut bien plus que votre billet maintenant. C'est pour ça que les salaires augmentent, parce qu'en fait, ils sont obligés pour compenser cette dévaluation monétaire. Et quand on regarde avec le dollar qui est là depuis plus longtemps, c'est encore plus monstrueux, avec un dollar qui a perdu 99,9% de sa valeur. La dévaluation monétaire, c'est quoi ? C'est simplement l'impression monétaire. C'est la masse monétaire M2 qui augmente. Et on voit que c'est un phénomène relativement mondial, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, ou que ce soit au Japon. Je cache le petit drapeau, mais il est là. Et donc, nous voyons que c'est quelque chose de mondial.
on voit que la dette fait tourner le monde et il n'y a pas d'autre échappatoire qu'on soit dans tel ou tel pays développé. Mais alors on peut se poser la question du coût réel de ce système monétaire qui n'est plus ancré dans quelque chose de réel et avec lequel, je le rappelle, un bout de papier perd de sa valeur de plus ou moins 8% par an, avec la déconstruction familiale. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été durement touché par le nouveau système financier, et je vais vous montrer pourquoi. En étudiant le système monétaire aussi profondément que je le fais, je me rends compte finalement des relations qu'il existe entre une bonne monnaie qui permet finalement de projeter sa vie dans le futur en disant ok, mon billet vaudra plus dans le futur, ou en tout cas il ne va pas se dévaluer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour finalement pouvoir voir le futur. En tout cas, préparer son futur. Parce que maintenant, les enfants, mes enfants c'est certain, mais surtout les vôtres si vous êtes plus âgés, vivront moins bien que vous. Et c'est déjà sûrement le cas, vous vivez peut-être moins bien même que vos propres parents, parce qu'ils ont des retraites plus importantes, parce que voilà, le système financier ne peut pas tenir. Et donc nous allons commencer par le nombre d'enfants par femme. On voit que à partir de 1970, le nombre d'enfants n'a fait que chuter. Et c'est quand même relativement grave, puisque notre système de retraite par répartition dans nos pays européens sont basés justement sur le fait qu'il y a plus d'enfants dans la génération d'après que dans notre génération. Donc si on commence à faire moins d'enfants, et là on arrive donc au seuil de remplacement, qui est 2,1, on arrive à un problème où le système des retraites casse, et c'est déjà le cas actuellement. Ensuite, nous avons le pourcentage d'enfants nés de femmes non mariées. Et on voit que, oui, il y avait déjà cette tendance à la hausse, mais à partir de 1970, donc la ligne orange, on a une explosion. Nous avons même les graphiques par ethnie. Et donc, on voit que, même s'il y a des proportions par rapport aux différentes ethnies, mais c'est pas ça qui m'intéresse actuellement, c'est plus la tendance. On voit que tout le monde est touché. On ne peut pas se dire, voilà, c'est quelque chose de culturel. Non, tout le monde est touché par ce phénomène. J'espère que vous êtes accrochés, parce que c'est pas fini. Alors, maintenant, l'âge moyen du premier mariage. On voit, à partir de 1970-71, ça explose. Les gens se marient de plus en plus tard. Pourquoi ? Avec une mauvaise monnaie, il est difficile de faire des plans pour le futur. Même chose avec les bébés. Pourquoi une femme et un homme, et les deux, envisageraient d'avoir des enfants si votre monnaie ne peut de moins en moins vous servir à vous-même à maintenir votre niveau de vie ? Avoir un enfant devient même presque impossible. Et donc, nous avons également le nombre de divorces, même par tranche d'âge, mais nous voyons qu'en 1970, ça explose. Je ne dis pas que le système monétaire est à la base de tout exactement et que c'est le seul facteur, je dis juste que c'est très intéressant de voir que ça part en exponentiel à partir de 1970. Ensuite, nous avons la production mondiale d'huile végétale. Ça n'existait pas du tout avant 1970 parce que les autres huiles étaient assez abordables. La raison pour laquelle on a commencé à en produire énormément, c'est parce que la production industrielle était relativement moins chère que les autres huiles. Et donc, avec une monnaie qui se déprécie, forcément, la plupart des humains vont se rabattre sur des huiles qui sont moins chères, et donc les huiles végétales. Nous avons donc la tendance d'obésité des jeunes qui augmente. À partir de quand ? Je vous le donne en 1970. Pourquoi ? Pour une seule et même raison. Puisqu'on a un billet qui perd de la valeur d'année en année, les industriels doivent quand même réduire les coûts et au final, sur des dizaines d'années, fournir de la merde. Je suis désolé pour le terme, mais la qualité des ingrédients est de plus en plus médiocre. Graphique suivant, augmentation de l'immobilier par rapport à l'augmentation des salaires. Et on voit exactement ce que je disais, puisque là c'est les salaires en termes moins l'inflation si vous voulez. Et vous voyez que l'immobilier a explosé. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'immobilier est plus rare qu'un billet de banque. Un billet de banque, on en imprime énormément, donc 8% par an en plus,
alors que l'immobilier, on n'augmente pas le stock d'immobilier d'un pays de 8% par an. Et donc, nous avons mécaniquement la valeur de l'immobilier qui augmente. Mais quand on y réfléchit 2 secondes, pourquoi vous achetez une maison? Parce que ça prend de la valeur, en Belgique surtout, eh bien c'est même le seul investissement. Quand on parle d'investissement, tout le monde parle immobilier. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais je vais vous dire que ça ne vous rend pas riche. Pourquoi? Parce que ça ne fait que suivre l'inflation. Quand on parle vraiment de la valeur, une pomme, en 2000 ou maintenant, c'est la même. Enfin, elle vous donne la même valeur, même si les valeurs nutritives ne sont peut-être pas les mêmes avec tout ce qu'on a expliqué avant, mais ici c'est pas le sujet. Et c'est la même chose pour une maison. Une maison vous donne la même valeur en 2010 ou en 2008 ou en 2000 que maintenant. Pourquoi est-ce qu'alors elle a doublé ou triplé de prix? À moins que vous ayez fait des travaux dedans, il n'y a pas de réelle explication. La seule explication, c'est que votre euro, en tout cas votre billet de banque, eh bien, ce soit déprécié. Ils ne valent plus la même chose. Alors, j'en ai pas fini avec l'immobilier. Quand un billet se déprécie et donc la monnaie avec laquelle vous avez votre salaire perd de la valeur chaque année, eh bien, nous avons également le nombre d'années d'épargne qui suffisent pour devenir propriétaire. À partir de 1970, ça explose. Pourquoi? Parce qu'on a un billet qui vaut 60% de moins. Je reprends le graphique de tout à l'heure avec l'euro, c'est 60% de moins. C'est monstrueux. Votre billet ne vaut plus que 40% par rapport aux années 2000. Donc forcément, tout a augmenté. Ensuite, nous avons une décorrélation entre la productivité et le salaire. Ensuite, nous avons augmentation des inégalités salariales, forcément. À partir de quand? Je vous le donne en 1970. Avec, eh bien, les plus riches, qui restent finalement dans la tendance historique, puisqu'ils possèdent des actifs, qui eux, eh bien, augmentent avec la dévaluation monétaire, et, eh bien, j'ai envie de dire, le reste, qui stagne, en gros, ou n'augmente pas très vite depuis 1970. Alors voilà, ceci conclut la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas envie de vous mettre en dépression, hein, loin de là, j'ai juste envie donc de vous ouvrir les yeux si vous ne saviez pas, ou en tout cas de vous faire un petit rappel si vous aviez su dans le passé mais que vous l'aviez oublié, et bien finalement de comment le monde fonctionne, parce que c'est ça qui moi m'intéresse, personnellement, mais aussi à vous apprendre, c'est pourquoi le monde tourne comme il est, comment il fonctionne vraiment, parce que c'est quand même très intéressant. Tout le monde utilise de la monnaie, mais personne ne connaît comment le système financier fonctionne vraiment. Et donc, c'est comme jouer au Monopoly sans connaître les règles. C'est peut-être un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Comment est-ce que les gens prennent les bonnes décisions s'ils ne connaissent pas les règles du jeu? En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine.